Bonjour les cinquièmes. Alors tout d'abord une petite annonce, et non, ce n'est pas pour vous faire gagner un code promo sur les globes terrestres. Une petite annonce pour vous dire que je modifie un tout petit peu ma manière de faire. Je me suis rendu compte en voyant vos travaux. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un peu plus de retours, si c'est possible. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous recopiaient directement la correction. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir vos réponses à vous. Je vous conseille donc de faire les exercices et ensuite seulement de regarder la correction et de corriger au stylo vert si vous avez fait des erreurs ou bien si vous avez oublié des choses. Donc les corrigés des exercices seront sur un autre diaporama que je vous transmettrai quelques jours après le diaporama de cours. Et je ferai, comme je l'ai fait pour le précédent chapitre d'histoire, 2 vidéos. La première où il y a le début du cours et les exercices, et la seconde avec la correction des exercices et le reste du cours. N'hésitez pas à me dire si cela vous convient. Donc, dans le précédent chapitre de géographie, nous avons défini ce qu'était une ressource, un élément de la nature utilisé par les humains. Nous avons identifié plusieurs ressources, l'eau, le bois, la roche, le pétrole, le gaz, etc. Dans ce chapitre, nous allons étudier une ressource que nous consommons au minimum 3 fois par jour et sans laquelle il nous serait difficile de survivre plus de 2 ou 3 mois. Une idée ? Cette ressource, vous l'aurez deviné, c'est évidemment la nourriture. Mais comme cela est le cas pour l'eau ou l'énergie, cette ressource n'est pas facilement accessible pour tout le monde. Selon un rapport de l'OMS, ça veut dire Organisation mondiale de la santé. Selon ce rapport, il y avait 821 millions de personnes qui souffraient de la faim en 2017. 821 millions de personnes, c'est presque 3 fois la population des États-Unis, pour vous donner une idée. Et rappelez-vous que dans notre premier chapitre de géographie, nous avons vu que la population augmente très vite. Peut-on donc produire assez de nourriture pour toute l'humanité ? Prenez votre cahier, c'est parti pour ce nouveau chapitre. G4. Nourrir l'humanité. Comment répondre aux besoins alimentaires croissants de la population mondiale ? Grand 1. Nourrir l'humanité. Qu'est-ce que cela signifie ? Je vous laisse le temps de terminer de noter. On va commencer par un petit exercice qui, vous allez voir, est plutôt facile, je pense. Exercice 1. 1. Après avoir observé les images suivantes, attribue à chacune d'entre elles le terme sous-nutrition ou malnutrition. Donc en gros, vous devez dire si l'image A vous évoque plutôt le mot de sous-nutrition ou le mot de malnutrition. Et pareil pour l'image B. Je vous laisse quelques instants, je pense que cela ne devrait pas être bien long. On continue. 2. Sur ton cahier, recopie les définitions suivantes. Situation dans laquelle une personne contracte une maladie liée à une alimentation déséquilibrée, elle mange mal. Situation dans laquelle une personne ne parvient pas à se procurer assez de nourriture pour satisfaire ses besoins énergétiques alimentaires quotidiens, elle mange trop peu. Je vous laisse terminer de noter.
Maintenant que vous avez noté les deux définitions, il faut juste y associer le bon mot de vocabulaire, sous-nutrition ou malnutrition. Je vous laisse quelques instants, là aussi ça ne devrait pas être bien long. Je pense que vous avez bien compris que les personnes qui figurent sur ces deux photographies ne sont pas en bonne santé parce qu'elles ne sont pas bien alimentées. Alors on va revenir rapidement sur ce que ça veut dire une bonne alimentation. Pour pouvoir fonctionner correctement et être en bonne santé, le corps humain a besoin d'absorber de l'énergie que l'on compte en kilocalories et qui est apportée par l'alimentation, la nourriture. Peut-être avez-vous déjà vu ce genre de tableau sur votre paquet de céréales le matin par exemple, ou bien sur les différents emballages de nourriture que vous pouvez trouver chez vous. Un corps adulte a besoin par jour en moyenne de 2000 kilocalories pour fonctionner au repos total, c'est-à-dire allongé sans rien faire toute la journée. Le corps consomme de l'énergie pour la respiration, pour la circulation sanguine, etc. Attention, cela varie en fonction du sexe, de l'âge, de la taille, du poids et de l'activité physique. Il paraît assez logique qu'une championne olympique qui fait 6 heures de sport par jour, 6 jours par semaine, aura des besoins énergétiques plus conséquents et donc aura besoin de manger plus qu'une petite mamie qui regarde toute la journée des rediffusions de Motus, même si regarder Motus demande de l'énergie. Et donc si l'alimentation ne permet pas d'apporter assez d'énergie au corps, on parle de sous-alimentation ou de sous-nutrition. Mais ce n'est pas tout. Le corps humain a besoin de minéraux et de vitamines pour fonctionner de manière optimale. Par exemple, sans vitamine C, nous serions atteints d'une maladie qui s'appelle le scorbut et qui fait perdre les dents. Cela provoque aussi des lésions cutanées, on a des bleus qui apparaissent tout seuls par exemple, des douleurs dans les articulations, on perd ses cheveux, etc. Quelque chose de fun. C'est une maladie qui était assez courante lors de voyages en bateau qui duraient plusieurs mois sans réapprovisionnement possible. Lors de ces voyages, les produits frais étaient rapidement consommés, or la vitamine C se trouve dans les légumes et les fruits frais, et notamment les agrumes. Le scorbut pouvait donc apparaître au bout de quelques mois de navigation, voire quelques semaines. Alors j'en profite pour repréciser que ça n'est pas du tout une maladie qui a disparu. Elle serait même en train de faire son retour. Il y a eu plusieurs cas à Nice et à Grenoble. Cette maladie se soigne assez facilement avec un traitement qui réintroduit de la vitamine C dans l'alimentation. Donc on ne vous le dira jamais assez, mangez des fruits et des légumes, et pas en conserve. Enfin, le corps a besoin d'une grande variété de ses minéraux et de ses vitamines. Par exemple, une alimentation qui apporte trop de chlorure de sodium, ou de sel, pourra entraîner des problèmes cardiovasculaires ou même de l'ostéoporose. C'est une maladie qui entraîne une perte de masse osseuse et qui rend le squelette plus fragile. Donc il faut manger de tout en quantité raisonnable. Il faut trouver un équilibre. Maintenant qu'on a fait un peu de SVT, on va retourner à la géographie avec un deuxième exercice. À l'aide des 3 documents suivants, rédige les réponses sur ton cahier à ces questions. Comment a évolué le nombre de personnes qui sont sous-alimentées dans le monde de 2005 à 2015? Comment a-t-il évolué de 2015 à 2018? Comment a évolué le nombre de personnes en surpoids ou obèses entre 1980 et 2013? Je rappelle qu'évoluer, ça veut dire changer. Si vous me dites « ça évolue beaucoup », d'accord, mais comment? Observez les trajectoires des courbes, par exemple. 3. Dans quel type de pays il y a le plus d'enfants en surpoids ou obèses? Donc ici, on a un graphique qui représente la situation alimentaire mondiale de 2005 à 2018. À gauche, vous avez les chiffres pour mesurer la proportion de la population mondiale qui est sous-alimentée. Et je rappelle qu'une proportion, ça s'exprime en pourcentage puisque c'est une partie de quelque chose de plus grand. Pour cela, il faut regarder la courbe noire. Et à droite, vous avez le nombre de personnes qui sont sous-alimentées en millions. Et donc, attention, un pourcentage, ce n'est pas la même chose qu'un nombre brut. C'est pour ça qu'il y a cette courbe orange. Et c'est aussi pour cela qu'il y a une différence entre ces deux courbes. N'oubliez pas que la population mondiale continue d'augmenter.
On peut donc tout à fait avoir un pourcentage qui diminue et un chiffre brut qui stagne. Les graphiques, c'est toujours un peu compliqué à analyser. Prenez votre temps, observez bien, essayez de comprendre comment cela fonctionne. Ici, nous retrouvons un document qui ne posera pas trop de problèmes, je pense. À gauche, on a les adultes en surpoids ou obèses, et à droite, les enfants, cette fois-ci. Je vous laisse observer le document, la légende avec les couleurs, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Vous pouvez donc faire l'exercice 2 avec ces deux documents, mais dans le diaporama, j'en ai ajouté un troisième, celui-ci. Je vous laisserai l'observer tranquillement sur le diapo. Vous n'en avez pas besoin pour faire l'exercice, mais j'ai tout de même trouvé intéressant de vous le partager. Je vous laisse faire votre exercice. Mettez la vidéo en pause pour faire votre exercice cette fois-ci, parce que je ne vais laisser qu'une petite minute d'accompagnement musical, afin d'éviter d'avoir une vidéo de 3 heures. On se retrouve dans quelques instants. Bien, reprenez votre cahier, il est temps de noter un peu le cours. La sous-nutrition dans le monde a tendance à diminuer, mais la malnutrition augmente. Nourrir l'humanité signifie de permettre à chacun de s'alimenter correctement, c'est-à-dire autant en quantité qu'en qualité. C'est ce que l'on appelle la sécurité alimentaire. Pour pouvoir accomplir cela, il faut donc produire de la nourriture, et comme la population mondiale augmente, les besoins en nourriture augmentent aussi. Je vous laisse terminer de noter. Cela nous amène donc à notre deuxième partie du chapitre, car lorsque l'on parle de nourriture, il va bien falloir, à un moment donné, parler de comment produire cette nourriture et donc parler d'agriculture. Stylo rouge en main, on est parti. Grand 2, nourrir l'humanité, comment faire? Je vais vous présenter le troisième et dernier exercice de ce chapitre, qui est une étude de cas, enfin plutôt une étudette ou une étudinette de cas, car comme vous pouvez le voir, il n'y a que 5 questions, donc ça va aller assez vite. Consigne. À l'aide des documents suivants, rédige, et je l'ai souligné, mais si je pouvais lui mettre des paillettes et le faire clignoter, je le ferais. Rédige sur ton cahier les réponses à ces questions. 1. À quel groupe de pays appartient le Brésil du point de vue de son développement? Rien de très compliqué, et en plus, si vous êtes malin, ce dont je ne doute pas, vous avez déjà eu la réponse dans le chapitre de géographie précédent. 2. Comment a évolué la population brésilienne entre 1960 et 2015 et la production agricole? Encore une fois, je rappelle qu'évoluer, ça veut dire changer. Donc, il faut préciser dans quel sens. Et attention, ici, vous avez 2 questions en une finalement. 3. Comment le Brésil a-t-il assuré la sécurité alimentaire pour sa population?
Si vous ne savez plus ce que veut dire sécurité alimentaire, remettez le nez un peu plus haut dans votre cahier ou dans le diaporama. Explique avec tes mots 3 mesures qui ont été prises. Ici, je vous demande vraiment de faire l'effort de comprendre ce que le gouvernement brésilien a concrètement fait pour faire diminuer la faim. N'hésitez pas à aller chercher dans un dictionnaire les mots que vous ne connaissez pas. Reformuler avec vos propres mots, c'est très important. C'est vraiment comme ça que vous montrez que vous avez compris. 4. Quels sont les différents types d'agriculture au Brésil? Ici, rien de très compliqué si vous observez bien les documents. Donc attention à ne pas aller trop vite et à ne pas faire l'exercice par-dessus la jambe. Je sais que c'est un peu nul les cours à distance, que c'est pas motivant. Je n'aime pas ça non plus, rassurez-vous. Mais je crois qu'on n'a pas trop le choix en ce moment. Il y a des fois où on a juste besoin de se mettre un bon coup de pied aux fesses pour avancer. Je m'égare. 5. Comment les Brésiliens ont-ils augmenté la production agricole? Quel est l'inconvénient de cette méthode? Ici, rien de compliqué non plus. Je passe rapidement en revue les documents. À gauche, les chiffres clés. Rien de très difficile, vous lirez tout ça seul. À droite, un graphique avec 2 courbes. En bleu, la population. Vous voyez à gauche que l'on compte en millions. Et en vert, la production agricole, que l'on calcule, comme vous pouvez le voir sur la droite, en indices. Alors c'est un peu compliqué, on vous indique que l'indice comporte une base qui a été atteinte en 2006 et qui est de 100. Ne vous embêtez pas trop avec ça, vous n'en avez pas vraiment besoin, mais c'est toujours bien de repérer de quoi un graphique est fait. Ici j'ai remis du vocabulaire qui se trouve déjà pour la plupart dans votre cahier. Je lis rapidement le document 3, qui est un extrait du programme Faim Zéro pour le Brésil, que j'ai un peu réécrit pour que cela soit plus accessible pour vous. Nous allons créer les conditions nécessaires pour que chacun dans notre pays puisse manger convenablement 3 fois par jour, tous les jours, sans avoir besoin de dons de quiconque. Lula da Silva, président de la République du Brésil, 1er janvier 2003. Le programme Faim Zéro a été lancé en 2003 dans le but de faire disparaître la faim. Les mesures comprenaient les bons d'alimentation. En gros, on te donne un bon, un ticket, pour que tu puisses aller te fournir gratuitement en nourriture ou bien en acheter à moindre coût. Et l'alimentation d'urgence, garantie par des réserves publiques de vivres. C'est-à-dire que l'État va acheter des stocks de nourriture pour ensuite en distribuer aux plus démunis de sa population. La sécurité alimentaire des aliments. La sécurité alimentaire, c'est le fait de surveiller les conditions de conservation de la nourriture. Par exemple, la chaîne du froid. Ou bien même vérifier qu'il n'y ait pas trop d'humidité dans les silos pour éviter que les récoltes pourrissent. Les repas scolaires et l'éducation nutritionnelle. C'est le fait d'apprendre aux gens à se nourrir correctement de façon équilibrée. L'application du programme a permis au Brésil, dès 2010, de remplir l'objectif du millénaire pour le développement consistant à diminuer de moitié la faim et la pauvreté. Encore un peu de vocabulaire pour commencer. Je vous laisse le regarder, mais sachez que vous en aurez probablement besoin. Ensuite, une carte. Je vous laisse l'observer attentivement, n'oubliez pas de regarder la légende. Ici, 2 photographies. Celle de gauche a été prise en vue aérienne et montre un champ de soja qui est en train d'être moissonné. Celle de droite montre un Indien de la tribu Guarani qui travaille dans son champ. Autre photographie qui montre à quoi ressemble un front pionnier. Vous pouvez voir qu'il y a 4 zones et qu'elles sont expliquées dans la légende de la photographie. Je n'y reviens pas. Et dernier document, issu d'un rapport de l'OCDE et de la FAO qui date de 2015. Alors si vous avez fait un peu attention, vous avez peut-être remarqué que les documents du diaporama sont souvent tirés des publications de la FAO. FAO, ça veut dire, attention, accent anglais du tonnerre, Food and Agriculture Organization, donc en gros l'organisation de l'alimentation et de l'agriculture, si on traduit en français, mais je suis sûre que vous aviez compris parce que vous êtes carrément bilingue, non? Donc, le Brésil est le 2e producteur de produits agricoles et alimentaires de la planète. La croissance de la production découle d'une hausse des rendements des cultures.
Le développement agricole offre de plus en plus de possibilités pour certaines cultures vivrières, mais aussi pour des produits qui ont une valeur élevée comme le café et les fruits tropicaux. On dit que le café et les fruits tropicaux ont une valeur élevée car ce sont des produits qui ne poussent qu'à certains endroits. Ils sont donc un peu plus rares et donc ils sont un peu plus chers. La croissance de l'agriculture a aussi été associée à l'expansion, c'est-à-dire l'agrandissement, des surfaces agricoles, 34 millions d'hectares entre 1990 et 2012. Ce déboisement a suscité des préoccupations concernant l'expansion de l'agriculture en Amazonie, qui abrite la plus grande part de la biodiversité terrestre mondiale. Alors bio, en grec, cela signifie la vie. Quand vous faites de la biologie, vous étudiez la vie, le vivant. Donc la biodiversité, c'est le fait qu'il y ait plein de formes de vie différentes. Pour résumer, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la forêt amazonienne abrite énormément d'espèces végétales et animales différentes. Pour être allée en Guyane l'été dernier, j'ai vu au moins 3 ou 4 espèces de fourmis différentes, des fourmis de feu, des fourmis béliers, sur un espèce de 4 mètres carrés seulement. Et j'ai rencontré des chercheurs qui justement étaient spécialistes des fourmis et qui venaient pour les observer. Ils avaient même l'espoir de trouver des espèces de fourmis qui n'ont pas encore été découvertes. Je m'égare encore, décidément. La pression exercée sur les ressources naturelles devrait être atténuée par des initiatives de protection de l'environnement et de préservation des ressources. Repensez aux différentes ressources que l'on a évoquées dans le chapitre précédent et qui peuvent être présentes dans cette forêt amazonienne. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la correction des exercices et la fin du chapitre. Prenez soin de vous et à bientôt!